Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va commencer du coup. Bienvenue dans les tables rondes de l'après-midi. Pardon, 2 fois, matin et après-midi, je suis désolée. Donc je disais bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les tables rondes de l'après-midi. On va commencer en parlant un peu de tech, un peu de turfu, le turfu que personne n'attendait d'ailleurs, et qui a peut-être pris une direction un peu inattendue, mais qui quand on y réfléchit un peu, nous questionne pas mal sur nos usages vidéoludiques. Effectivement, on va se poser la question de comment a évolué le secteur de la réalité virtuelle, et pour ce faire, j'ai avec moi Paming Chiu. Est-ce que tu veux te présenter, Paming? Parce que tu ne m'as pas mis ta bio dans le document de préparation. Moi, je balance. Ah oui, bon bah désolé. Voilà, j'ai pas fait mes devoirs. Moi je travaille pour VR Studio et DLC, qui est un studio qui fait des jeux en VR, mais pas que. On fait aussi de la VR sur mesure, donc on propose des expériences pour les entreprises. Voilà. Ça fait partie des thèmes qu'on va explorer d'ailleurs, du fait qu'il y a beaucoup d'usages de la VR qui ne sont finalement plus liés aux jeux vidéo. Pour t'accompagner, on a également Pierre-Édouard Nobels, producteur artistique et narrative designer chez Small Creative, un studio qui est spécialisé dans la création d'expériences VR collectives et en déambulation libre. Auparavant, tu avais travaillé 10 ans dans des sociétés de production audiovisuelle à écrire et développer de nouveaux concepts pour la télé. Donc, divertissement, documentaire, etc. Tout ça est très, très lié. Alors, on a décidé de se poser la question de l'évolution des usages de la VR dans nos mondes ludiques actuels au global, et notamment on a pris parti de faire une comparaison avec les salles d'arcade. Je pense qu'autour de cette table, on a tous connu leur période un peu faste, mais je vais quand même vous demander qu'est-ce qui, selon vous, définit précisément une salle d'arcade? C'est quoi les éléments recettes d'une salle d'arcade? Paming, par exemple? Moi, les salles d'arcade, j'ai connu ça quand j'étais jeune. Voilà, c'était il y a fort longtemps. Mais du coup, oui, j'ai vu apparaître un petit peu ça avant que ce soit remplacé par des banques et des restaurants. Ça, c'est le moment triste. Mais voilà, avant tout, c'était donc des salles de jeu, la vocation première, avec des bornes d'arcade, où on mettait sa petite pièce de 10 francs à l'époque pour pouvoir jouer. Et il y avait tout un côté convivial, on se retrouvait là après les cours, etc., ou pendant les week-ends, et on dépensait tout l'argent que nos parents voulaient bien nous donner. Voilà. Moi, j'ai une approche un peu moins perso parce que j'ai connu très peu les salles d'arcade étant plus jeune, donc j'ai un peu plus réfléchi d'un point de vue, on va dire, un peu plus théorique, en me disant que pour moi, une salle d'arcade, il y avait 4 ingrédients. D'abord, c'était quelque chose qui était autour du divertissement et du jeu. Ensuite, c'est quelque chose de social, parce qu'on s'adresse au grand public, on s'adresse finalement à une activité où on partage entre amis, en famille, quelque chose qu'on fait ensemble. C'est une activité on pourrait dire exclusive, parce que tu ne peux pas le faire chez toi, ou parce que la technologie ne te le permet pas, donc tu vas chercher à l'extérieur ce nouveau mode de divertissement. Et quatrième, c'est payant. Je pense que ça peut être un détail, mais c'est dans la réflexion globale sur la VR, le futur aussi des salles d'arcade. C'est une activité payante qui est reposée sur un business model. Donc pour ces 4 raisons, voilà. Donc, pour définir un peu plus théoriquement, on va dire, le sujet, je pense que c'est un peu comme ça que je pourrais résumer. Et du coup, je vais vous poser la même question pour la VR, donc la réalité virtuelle. Qu'est-ce qui définirait la VR? C'est quoi la recette? Ça passe par de la technologie, le casque? Oui. Oui, madame. C'est une question, je pense, de fond et de forme, entre guillemets, de techno. C'est-à-dire que le casque, en réalité, n'est pas dissociable du contenu. Donc, la VR, c'est autant les casques, et d'ailleurs, c'est le développement des casques, les premiers Oculus, à partir du moment où c'est devenu grand public, que c'est devenu vraiment un grand mouvement. Donc, c'est pas tant le jeu ou le contenu qui a créé un nouvel élan, c'est vraiment le casque d'abord, et c'est évidemment indissociable du contenu. Donc réalité virtuelle, après on pourrait évoquer, si on a le temps, réalité mixte, réalité augmentée, etc. Mais voilà, la VR, c'est vraiment le casque dans lequel on va vivre une expérience, a priori vidéoludique, mais pas que. Et ensuite, on va faire des choses dans un espace virtuel qui est parfois collé à l'environnement réel. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'au début, dans les premières salles, on va dire, qui ont proposé de la VR, en fait, il y a eu des jeux qui étaient aussi sur Steam, donc ils n'étaient pas exclusifs en fait aux salles d'arcade. Et ce n'était pas forcément la meilleure approche, parce que là, du coup, comme tu dis si bien, en fait, une salle d'arcade, tu as quand même normalement une sorte de gap technologique entre ce que tu peux avoir à la maison,
enfin pas que technologique d'ailleurs, mais enfin fonctionnel, on va dire, quoi, entre ce que tu peux avoir à la maison et ce que tu peux avoir que en salle, en fait. Et du coup, voilà, c'était pas forcément la meilleure approche stratégique de proposer des jeux qui étaient aussi disponibles sur Steam pour tout un chacun. Et le mieux, c'est d'avoir quand même des expériences qui sont exclusives, on va dire, aux jeux qui sont en salle. Et voilà. Il me semble que quand les casques VR sont arrivés, quand la technologie en tout cas a commencé à être introduite sur le marché, ça visait plutôt le secteur privé. Il n'était pas à l'époque prévu on ne parlait pas de faire des salles où les gens porteraient des casques. Qu'est-ce qui s'est passé du coup, selon vous qui avez observé un peu le secteur évoluer, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé du privé au finalement on va faire ça dans des endroits spécifiques? Paming peut-être. Déjà, la première grosse révolution, c'était en 2016 avec le casque d'HTC, donc avec les manettes, etc. Donc ça faisait rentrer un peu le truc à la maison, donc ça a un peu popularisé la VR auprès du grand public. Et de là, du coup, il y a des salles qui ont commencé aussi à émerger un petit peu pour rebondir sur ce succès grandissant, on va dire, de la VR, pour proposer une activité un peu plus large et pour les groupes, en fait. Ouais. Voilà, donc d'où les ouvertures des premières salles à ce moment-là. Okay, donc c'est pas parce qu'il y a eu peu de ventes entre guillemets par rapport à ce qui était attendu, ça devait révolutionner le jeu vidéo, les casques VR, etc., etc. C'est pas parce que ça a moins marché que prévu que non, parce que du coup c'est vraiment l'outil technologique qui a vraiment qui a inspiré en fait tout simplement et qui s'est d'ailleurs développé parce qu'effectivement au début il y avait surtout les expériences en fait où on était fixe. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se déplaçait pas, et puis après, là, on arrivait en fait aux technologies de free roaming. Donc, on peut se déplacer dans un espace en fait assez large. Et donc, voilà, il n'y a plus vraiment de frontière entre. Enfin, ça définit encore la frontière entre réalité et virtuel. Parce que là, du coup, on peut marcher dans un espace et on se déplace aussi dans le jeu. Donc, ça, c'est vraiment la plus-value, on va dire, de la VR aujourd'hui en salle, qu'on ne peut pas avoir chez soi. Et c'est aussi un problème pour pas mal de gens. On en a parlé évidemment quand on discutait ensemble. Il y a aussi des limites à l'usage de cette technologie. C'était toi, Pierre-Edouard, il me semble, qui nous parlait pas mal de motion sickness notamment. Cinétose en français, cinétose. En fait, c'est tout simplement le mal de mer ou le mal des transports appliqué à la VR. Je pense que ça a aussi contribué à la mauvaise image qu'on peut aussi encore avoir aujourd'hui de la VR. C'est-à-dire, je mets un casque, après j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir. Et les premières technologies VR étaient du fait de la qualité des lentilles, du fait de la qualité de la résolution des écrans, du fait aussi d'un lag potentiel entre l'image, entre le mouvement. En fait, tout ça contribuait à un mal des transports propre à la VR. Et ces dernières années, il y a un gros travail qui a été fait. Et je pense que ce travail-là, le fait qu'on soit passé, par exemple, il y a cette grande distinction entre les lentilles de Fresnel et les lentilles pancake qui font que finalement la qualité est meilleure. On arrive à avoir des FPS qui sont un peu plus élevés dans les casques. Tout ça a contribué d'une certaine manière non, c'est moi ? Ouais, non. Tout ça a contribué à une forme on va dire, de popularisation, mais sous certaines conditions. Et je pense que, pour revenir aussi sur la question juste avant, les salles VR ont connu un succès parce que ça ne se vendait pas, en partie parce que c'était très cher. Et que la VR, pendant très très longtemps, était inaccessible. Et elle l'est encore aujourd'hui. Je regardais tout à l'heure les prix des casques. À part le Quest, le 3S, qui, je regardais les prix, était à 329 €. Le dernier Pico, il est à 599 €. Le PSVR 2 est à 550 € plus la PlayStation 5. Donc en fait, les gens se sont rendus compte que la VR, à part on va dire les grands fans de VR, qui est une petite niche, en fait, ils devaient trouver d'autres moyens de faire de la VR. Et plutôt que d'acheter un casque, c'est potentiellement plus intéressant d'aller dans des salles qui se sont spécialisées, ces salles d'arcade VR, qui se sont spécialisées finalement dans ce type de marché. Et du coup, tu voulais dire un truc, Pamine, non ? Et du coup, en fait, je voulais préciser qu'en fait, les salles VR, il faut différencier. En fait, là, tu faisais parler avec les consoles. Oui. Et du coup, ce qu'il faut différencier, c'est qu'en fait, les salles VR ne s'adressent pas forcément à un public de gamers. C'est pas forcément le même public, en fait. Les salles VR visent avant tout le grand public. Il y a un côté très expérience, en fait. Effectivement,
On peut faire une salle VR, c'est une activité du dimanche qu'on peut aller faire en famille, en amis. On fait des team building aussi, notamment. Nous, on en fait beaucoup dans notre salle. Voilà, et on ne vise pas du tout les gamers en fait. D'ailleurs, les jeux qu'on propose, c'est des jeux qui sont assez simples, qui ne demandent pas d'avoir un passif de jeux vidéo, on va dire, pour être maîtrisé. Ouais, les contenus sont différents, c'est-à-dire que le contenu que tu as sur ta console ou sur ton PC ou ton ordinateur n'est pas du tout le contenu qui va te proposer. Enfin, ça existe évidemment, il y a des entreprises, il y a des salles d'arcade VR où, moyennant un forfait, tu passes pendant 1 heure, tu peux avoir accès à tout le catalogue des jeux, même des catalogues Steam. Mais globalement, la tendance aujourd'hui de ces salles VR, c'est vraiment un contenu qui est développé spécifiquement pour ces salles-là. Comme tu disais, en déambulation libre, parce que c'est un contenu, chez soi, on ne peut pas se déplacer. C'est peut-être l'autre micro. Je pense, ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Si tu pousses celui-là et que tu remets le tien... Hop, moi, je me rapproche encore un peu. Ok, t'as dit qu'il fallait monter. Tu peux le bouger. Hein. Oui, j'ai essayé de trouver la meilleure solution tout à l'heure. Non, c'est des contenus différents et surtout, la grosse différence, et c'est là tu parlais de déambulation libre, à la maison, je n'ai pas la possibilité de me déplacer sur 50, 60, 100, 150 mètres carrés. Donc le fait qu'il y ait des salles aujourd'hui qui se spécialisent, et c'est au-delà de ça, c'est tout un business model, on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est vraiment cette idée de déambuler, de pouvoir faire des activités qui sont, on va dire, purement, on va dire, narratives ou beaucoup plus orientées jeux comme Eva, par exemple, qui est un équivalent, on va dire, de laser game en réalité virtuelle. Et ça, clairement, à la maison, je ne peux pas le faire. Et c'est pour moi un des gros atouts, un des gros avantages de cette VR, collective en extérieur. Et on peut aussi penser aux expériences comme Le Monde Perdu ou Keops, qui justement là, c'est plus vraiment du jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est interactif, on se balade au sein d'un univers en 3D, mais il y a un côté musée virtuel en fait. On n'est pas là forcément pour jouer, mais pour profiter, pour s'immerger en fait dans quelque chose. C'est la question que j'allais vous poser ensuite, étant donné que effectivement vous avez effleuré le sujet de on va pas cibler les gamers, on va plutôt cibler le grand public, etc., etc. Et on va presque, j'ai l'impression que la VR vise plus une expérience à vivre que ce qu'on appelle nous le jeu vidéo. Comment on cible le public et comment ça a ouvert aussi les champs du possible pour la VR, parce que comme tu parlais de Keops, visiter des reconstructions, ça s'utilise beaucoup dans le patrimoine, dans la culture, les casques VR, ça s'utilise beaucoup même en marketing pour faire de la pub à la mort moelle-neu. Et comment ça s'est passé cette transition-là? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Et comment aujourd'hui on se dit, en fait, j'ai envie de proposer telle expérience pour tel public? Comment ça se passe, ça, exactement? En fait, typiquement, c'est ce qu'on fait chez Small Creative, c'est-à-dire qu'on s'est spécialisé dans des expériences narratives à faire entre amis, en famille et en libre déambulation. Donc c'est vraiment un contenu qui n'est pas un contenu de jeu, parce que notre cible est une cible familiale. Nous, on cible les enfants autour d'une dizaine d'années jusqu'aux grands-parents, et on a déjà eu comme ça des familles entières qui venaient faire les expériences. Donc on n'est pas sur de l'interactivité pure dans le sens où mon action va avoir un impact sur le déroulement de l'histoire, mais au contraire, on est dans ce qu'on peut appeler une sorte de sentiment de présence où on aura des interactions ou des petites choses à faire avec l'environnement qui vont donner la sensation, on va dire d'un point de vue plus immersif, va nous donner cette possibilité d'interagir avec le décor qui nous entoure pour ne pas seulement être dans une visite virtuelle, mais être dans quelque chose de beaucoup plus actif, de beaucoup plus engageant. Et tu parlais de visite de musée. Là, on a lancé à Londres, et ça arrive bientôt en France, une expérience autour du Titanic. Comme Excurio, anciennement Émissive, avait lancé Keops, les impressionnistes, ou là tout récemment Carcassonne, où vous baladez un cité de Carcassonne, nous on a proposé de revivre les derniers instants dans le Titanic. Donc vous redécouvrez comment la vie se passait sur le bateau, vous visitez des cabines, vous visitez le pont supérieur, et vous pouvez interagir avec les objets autour de vous. Donc ce que je vous raconte là, c'est pas du tout, on n'est pas sur du jeu vidéo, on est sur des outils de jeu vidéo qui permettent de créer une expérience immersive. On meurt à la fin de... Non, on s'arrête, je ne vais pas spoiler, mais il n'y a pas de mort, et on n'est pas... Et justement, parce que c'est familial, on n'est pas sur quelque chose de... On n'avait pas envie d'avoir des gens qui hurlent et qui sont en train de se noyer, parce que, évidemment... Qui ressentent la noyade? Non, parce mais on pourrait
À l'avenir, on pourrait imaginer ça, mais c'était pas, encore une fois, si on était sur un jeu vidéo avec un public plus ciblé, plus mature, avec vraiment une cible précise, on aurait pu aller. Il existe des jeux en VR où vous devez vous échapper du Titanic pendant que vous êtes poursuivi par un monstre. Ça existe en VR, mais clairement, c'est pas le public qu'on vise, c'est pas ce public familial-là qu'on vise aujourd'hui avec ces expériences VR collectives. Néanmoins, effectivement, on parle d'expérience collective. Il y a un événement qui va un peu casser le développement de ce marché-là. C'est évidemment l'épidémie de Covid ces dernières années, surtout 2019, 2020, 2021. Comment ça a été géré, ça ? En quoi ça a modifié la trajectoire que prenait la VR à ce moment-là, le secteur de la VR ? Peut-être Paming, tu sais ? Du coup, nous, forcément, la salle, parce qu'en fait, on est un studio, mais on a aussi une salle qui nous sert un peu de laboratoire en fait, pour les jeux qu'on crée et qu'on vend après à différentes salles à travers le monde. Alors là, évidemment, la salle... Ouais, tu m'étonnes. Voilà, et économiquement, c'était un peu difficile. Après, par contre, je ne sais pas trop si les casques VR se sont plus ou moins vendus en fait, pendant le Covid. Est-ce qu'il y a eu un retour de l'individuance, de l'expérience individuelle, l'individuance je sais moins si ça s'est développé à ce moment-là. Ou... Il y a eu une petite montée des ventes, augmentation des ventes, mais pas exponentielle et pas si importante que ça. Mais, globalement, le jeu vidéo a un peu explosé à ce moment-là, mais la VR c'est un peu aligné dessus, mais pas tant que ça non plus. Ce qui était avant le Covid, c'était vraiment des salles d'arcade. Dans le sens arcade, vous veniez seul ou en groupe, mais chacun dans une cellule, et vous accédiez à un contenu sur des stores ou un contenu. C'était pas forcément du déambulatoire et du collectif. Ça, c'était avant le Covid. Il y a beaucoup d'entreprises qui, par manque de trésorerie, n'ont pas réussi à s'en sortir post-2020. Après, il y a aussi un autre élément à prendre en compte qui est parallèle au Covid, c'est aussi le développement technologique. C'est aujourd'hui, on arrive à faire des expériences déambulatoires, collectives, où chacun se voit sous la forme d'un avatar. C'est parce que les casques, et notamment HTC, ont réussi à avancer, à avoir une technologie qui le permet. C'est-à-dire que là où avant le Covid, la technologie était plutôt stand-alone, seule, avec souvent et très souvent attaché, connecté à un ordinateur, aujourd'hui on peut avoir seulement un casque, pas de backpack ou de sac à dos, pas de manette, ce qui est aussi c'est beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus confortable et pour les plus jeunes ou les personnes plus âgées, effectivement, ne pas avoir de matériel sur le dos ou des câbles, etc., c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple. Mais du coup, vous entendez parler depuis tout à l'heure de les lentilles n'étaient pas tout à fait prêtes, elles sont mieux aujourd'hui, ça faisait du motion sickness qu'il n'y a plus aujourd'hui, on avait un backpack, est-ce que ce serait pas sorti un peu trop tôt sur le marché grand public, cette technologie-là qui effectivement était pas mal contraignante, en plus d'être chère parce qu'elle était à la pointe de la technologie, est-ce qu'il aurait pas été mieux d'attendre un petit peu pour ce secteur-là Paming, peut-être Pas forcément. Tu penses quand même que c'est... Non, en fait, c'est très expérimental encore. Ouais, mais c'est vrai. En même temps, c'est justement en ayant les retours du public que les choses peuvent se développer, en fait. C'est pas en fonctionnant en vase clos, en fait, qu'on peut arriver à trouver ce qui marche, à trouver ce qui ne marche pas. Notamment, nous, même dans la création des jeux, en fait, on voit le retour d'expérience qui est très important. Notamment, tu parlais de motion sickness. Nos premiers jeux, par exemple, on avait un peu plus ce souci-là, qu'on a réglé un peu au fur et à mesure, puis on a fait des mises à jour. Je pense notamment à un jeu qu'on a en particulier, où on a des déplacements qui se font à la manette. Et du coup, les premiers retours étaient pas terribles, parce que les gens, ils étaient très désorientés, et ils avaient très vite la nausée. Et du coup, on avait instauré justement une espèce de tunnel un peu plus... on a mis une espèce de rond autour, noir, quand on se téléporte. Et du coup, ça ciblait le regard, en fait, droit devant eux. Et ça évitait justement cette motion sickness. Et ça, c'est le genre de retour d'expérience dont on a besoin, en fait, au fur et à mesure, quoi. OK. Voilà. Et aussi d'autres choses qui sont intéressantes en ambulatoire, vu qu'on parlait de ça, que j'avais pu essayer, c'est en fait, ça donne aussi un retour réel physique potentiel. Oui. Moi, j'avais fait par exemple une expérience d'un jeu de tir, une sorte de Doom-like en fait, mais donc en ambulatoire. Et donc on marchait dans une vaste salle qui faisait 200 mètres carrés. Et il y avait des éléments en fait du sol sur lesquels on marchait, qui déclenchaient. Non pas qui déclenchaient, mais qui faisaient ressentir ce qu'on ressentait, ce qu'on voyait dans le jeu. Par exemple, à un moment, on marchait sur une poutre et en fait, sur le sol, il y avait une petite barre en plastique. Et du coup, quand on marchait dessus, on ressentait la petite barre en plastique. Et du coup, on avait vraiment cette impression. Enfin, le cerveau, il croyait vraiment qu'on était sur cette poutre.
Et ça donnait une sensation de vertige encore beaucoup plus forte. Et, Ça me fait penser, j'aurais dû y penser avant, mais à la Gamescom 2023, j'avais testé une combinaison qui se mettait pour jouer en VR et qui en fait vous faisait ressentir les coups. Alors, doucement quand même. Enfin, je me prenais des tirs de balles, donc mais ça faisait juste des petits impacts électriques. Et du coup, ouais, ça m'avait intéressé de tester ça. Et voilà. Et j'ai même plus le nom de chez qui j'avais testé ça ou quoi. Bon. Je profite de cette petite aparté pour dire aux gens qui nous regardent sur YouTube, je sais pas, il n'y a pas de caméra, mais elles sont là, je sais plus. Les gens qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à poser des questions également parce qu'on les relève. Il y a une personne qui est là, qui est très attentionnée, qui n'arrête pas de vous lire et qui attend désespérément avec son stylo à la main. Et s'il vous plaît, faites quelque chose. Posez des questions. Voilà, désolé. Donc, effectivement, tout ça, ça nous amène au sujet d'après. On a un peu abordé, on a surtout parlé d'expérience et de casques. C'est quoi aujourd'hui l'impact des fabricants de casques sur le marché ? J'ai vraiment l'impression que c'est eux qui dictent où va aller. C'est un peu comme le marché des consoles. Là, pour le coup, on peut effectivement comparer au marché des consoles. Il y a d'abord les casques, puis besoin de contenu. C'est ça qui se... Ça va dépendre de la stratégie du fabricant. Et ça recoupe aussi un peu ta question de tout à l'heure. Finalement, c'est la technologie qui crée des nouveaux usages et les nouveaux usages créent des nouveaux marchés et les gens commencent à investir. Donc c'est un peu la foule à poule. Donc je ne pourrais pas dire ta question, est-ce que c'est le fait qu'il y ait moins de motion sickness que les gens l'adoptent un peu plus ? C'est justement parce qu'ils ont réussi technologiquement à avoir des affichages plus fluides que le grand public s'y est intéressé et que ça a pu connaître ce succès. Les stratégies des fabricants de casques ont un impact clair sur le marché, dans la mesure où je prends deux exemples très différents. D'un côté, Meta, qui lui, après la stratégie en ce moment, a un peu évolué et évolue encore, notamment suite au succès ou à l'insuccès, on va dire, du métaverse. Meta lui investit beaucoup sur les stores, donc sur plutôt un usage, on va dire, individuel. On va aller sur le store, sur la boutique en ligne de Meta, vous allez acheter votre contenu, et eux, c'est leur système économique. À l'inverse, HTC, parce que peut-être aussi culture plus asiatique, où il y a un ancrage plus fort, et encore aujourd'hui, de salles de réalité virtuelle et on va dire de ce qu'on appelle le LBE, Location Based Entertainment, qui est beaucoup plus fort dans les centres commerciaux où vous allez faire vos courses, ensuite vous allez faire une activité potentiellement en VR. HTC mise énormément là-dessus. Donc HTC développe des technologies et ensuite va essayer de trouver, de créer, pas l'entreprise elle-même, mais se rapprocher d'entreprises pour alimenter ce contenu et créer un écosystème autour du divertissement à l'extérieur de la maison, avec un système de tickets d'entrée qui rémunère HTC, qui rémunère la personne qui a les locaux, qui rémunère le producteur. Et donc là, c'est un tout autre un écosystème qui se rapproche finalement plus, on va dire, du jeu vidéo, mais entre les deux, c'est-à-dire entre les consoles. Le parallèle avec les consoles est très juste. Donc c'est vraiment en fonction de la stratégie, ça induit des usages différents, et des marchés ensuite économiques totalement différents. C'est vrai que si on revient d'ailleurs au sujet de base qui est la salle d'arcade, en fait, il faut savoir aussi que du coup les casques qui sont dans des salles, en fait, c'est les mêmes que ceux qui sont sur le marché, en fait. Contrairement aux bornes d'arcade qui étaient développées, on va dire, pour le marché de l'arcade et qui avaient des systèmes qui étaient complètement différents, avec des systèmes de cartes. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, là, c'est le même matériel, en fait. Oui, c'est vrai. Et du coup, on a parlé un peu aussi d'obsolescence de ces casques-là. Où est-ce qu'on en est ? Comment, sur ce marché qu'on a l'impression balbutiant, puisqu'on est encore en train de faire les tests, quid de l'obsolescence des casques, Paming qu'est-ce que... Alors là, je ne sais pas trop... alors c'était pas Paming, ça devait... Non, mais ça peut être moi aussi, mais je ne suis pas dans les petits papiers des fabricants. Non, mais non plus, là. Sur la techno, elle évolue vite. C'est-à-dire que globalement, l'obsolescence est la même, un peu moindre, on va dire. Enfin, non, identique, on va dire, aux consoles. C'est-à-dire que c'est pas un casque qui sort tous les dans les 5 ans, c'est peut-être 3 ans. C'est plus rapide que les consoles. Peut être plus rapide, ça peut être plus rapide. Après, il y a les versions, maintenant, ils se sont lancés, Meta s'est lancé dans son Quest 3S, genre un petit peu moins cher. Donc, ce qui aujourd'hui, Meta représente 90% à peu près. J'ai lu que ça représentait 90% du marché, parce que plus accessible.
Oui, le problème, moi, je connais des gens, des artistes qui, à un moment, ont dit j'arrête de développer des œuvres en réalité virtuelle parce que le coût écologique ou l'obsolescence était trop grande. Après, c'est un parti pris. Lui s'est réorienté ensuite plus vers le spectacle vivant. Mais je pense que c'est propre à toute l'industrie vidéoludique et parce que toute industrie qui aujourd'hui est dépendante de la technologie et des progrès techniques, on ne se pose pas la question dans une entreprise si on doit changer, on augmenter la RAM d'une machine. Enfin, c'est toujours cette question qui est propre à nos industries et qui est un sujet à part entière qu'on pourrait être l'occasion d'une table ronde future, mais c'est propre à notre techno. Donc oui, il y a une table ronde sur les bornes, une table ronde sur l'obsolescence. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai pas d'avis sur l'obsolescence programmée. Je ne sais pas donc effectivement quelle est la stratégie vraiment des fabricants. Mais je pensais à écrire justement des expériences, faire vivre des expériences, parce que toi, tu es plus de ce côté-là, de amener les gens à l'expérience, tout en prenant en compte toutes ces contraintes, dont l'obsolescence. Comment vous faites, vous, en fait, dans vos métiers, quoi. C'était surtout là-dessus. Et du coup, peut-être Pierre-Édouard, effectivement, comment on écrit. Tout à l'heure, vous parliez il faut des jeux simples, maîtrisables, faciles à prendre en main, et en plus maintenant utilisés sur des casques qui peut-être vont pas non plus trop durer, on ne sait pas trop, ou avec certaines features qui reviennent pas, qui sont pas les mêmes de l'un à l'autre. Comment on écrit avec toutes ces contraintes des expériences qui satisfassent le public et qui satisfassent aussi la personne qui écrit? Il y en a un paquet de contraintes. C'est aussi pour ça que mon poste, je suis à la fois narrative designer et en même temps producteur artistique, parce que quand vous écrivez une expérience en réalité virtuelle ou co-écrivez ou êtes avec des auteurs, il faut à la fois prendre le contenu en compte et aussi la mise en scène, parce qu'il y a une question de comment guider le regard, comment guider les gens. Comment aussi, en autre contrainte, c'est comment respecter les capacités du casque. Aujourd'hui, vous mettez un casque HTC indépendant, donc vous n'êtes pas connecté à un ordinateur, donc vous avez une puissance de calcul limitée, ce qui implique d'être très créatif en termes d'utilisation finalement des capacités, essayer d'avoir un FPS qui reste constant. Donc là, on a vraiment des artistes dont c'est le talent qui vont être capables de trouver une patte graphique qui s'adapte parfaitement aux capacités plus limitées du casque. C'est prendre en compte des comportements, et c'est là aussi ce qu'on disait, c'est pas tant expérimental, c'est un métier où on a encore énormément de choses à apprendre, parce que au plus on s'adresse à un grand public, au plus on a des retours de ce public, et on se rend compte que écrire pour l'audiovisuel ou écrire pour un jeu vidéo, c'est encore différent de la VR, parce que la capacité d'attention des gens n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un casque, déjà dans les premières minutes, il faut laisser aux gens le temps de s'adapter à leur environnement. Donc tout ce qui va être information trop complexe, trop longue, vous oubliez. Donc il faut prendre en compte donc, les capacités techniques, il faut prendre en compte les capacités d'attention ou d'inattention finalement des utilisateurs, avec toute une grammaire qui n'est pas une grammaire du jeu vidéo, même si on utilise les mêmes outils, on utilise Unreal ou Unity, mais la grammaire est différente sur la manière de diriger le regard, la manière de s'adresser aux gens. Le son aussi d'ailleurs, parce que comme c'est à 360 degrés, on peut regarder dans n'importe quel sens. Finalement, la difficulté, c'est d'arriver à diriger l'attention vers la direction souhaitée. Et il y a des studios aujourd'hui qui se spécialisent dans la composition, dans le sound design propre aux expériences immersives, parce que c'est un élément de guidage, c'est-à-dire on peut soit des petites particules qui vont vous inviter à regarder par là-bas, ou une voix qui va tout d'un coup résonner, qui peut vous faire tourner la tête. Donc en fait, c'est un métier où on apprend de manière constante, continue. Et même la technologie, d'une expérience à l'autre, entre ce qu'on a pu faire avec une expérience sur Gaudi il y a 2 ans, ou ce qu'aujourd'hui on est capable de faire avec Titanic, on est toujours sur Unity, on est toujours avec les mêmes casques, mais on apprend à utiliser, à améliorer la techno, ce qui fait que d'expérience en expérience, on arrive à proposer plus d'interactions, un meilleur univers, des meilleures musiques. Donc même avec une technologie entre guillemets qui reste limitée, il y a toujours à l'intérieur des marges de progression. Ouais. Et on a des super talents, des devs, des technical artistes qui essaient d'utiliser au mieux et de capitaliser sur ce que la machine peut nous offrir pour faire les plus belles expériences. Donc c'est vraiment un travail d'équipe.
Ouais, mais ce que je vois aussi au quotidien, au studio, enfin, c'est que finalement, les freins technologiques ne sont pas forcément des freins. Ouais. Des fois, ça pousse justement à dépasser la limite pour avoir des nouvelles choses. En termes créatifs, ça, c'est génial, quoi. Ça fait naître la créativité, dans ce Exactement. cas-là, très précis. Et du coup, est-ce que les jeux qu'on écrit, est-ce qu'il y a enfin, j'ai l'impression, moi, j'ai un casque VR que j'utilise très peu. J'ai l'impression que dans le grand public, on connaît beaucoup moins les jeux VR que les jeux vidéo tout court. Un peu comme les jeux mobiles, c'est des jeux vidéo, mais un peu à part. Est-ce qu'il y a des jeux considérés comme des chefs-d'œuvre dans le catalogue de la VR aujourd'hui? Alors, vous mettez ce que vous voulez derrière. Chef-d'œuvre, je pense que socialement, on voit à peu près ce que je veux dire. Des jeux qui sortent un peu des pépites. Déjà, en très connu, je pense qu'on est obligé de citer Half-Life. Hein. Yes. Voilà, Alix, c'est le triple A, le blockbuster, on va dire, de la VR. C'est le seul jeu VR sur lequel j'ai vu des vidéos essais, comme on dit en anglais, des essais vidéo, vraiment, et c'est le seul. Donc, ça me questionne. Ouais. Ils ont énormément, après je pense qu'ils avaient beaucoup aussi de temps et d'argent. Ils ont poussé dans des détails. Un de mes collègues m'en parlait encore il n'y a pas très longtemps sur les boîtes d'allumettes. En fonction, si la boîte d'allumettes elle est plus ou moins remplie, lorsque vous la secouez près de l'oreille, il n'aura pas le même bruit. Donc c'est vraiment, on est dans un détail de raffinement que j'ai l'impression seuls eux pouvaient se permettre d'aller. Donc Half-Life Alyx, oui, c'est AAA, c'est juste si vous devez commencer par une expérience en VR, c'est celle-là. Parce que très poussé. Après, il y a, je pense, à Super Hot, qui est un jeu de tir, mais qui utilise tout le potentiel de la VR, parce que ce qui fait un bon jeu, une bonne expérience VR, c'est quelque chose qui va utiliser tout l'espace ou notre capacité de mouvement. Et là, le fait que votre mouvement à vous a un impact sur la vitesse du jeu, clairement, c'est un super exemple du potentiel de la VR. Et c'est un jeu qui aurait pu être pas tout à fait, mais qui gagne quelque chose à être en VR, quoi. Si vous avez la manette, juste pas bouger la manette, bof. Alors que là, on est sur votre corps et le fait de vous tourner, pour voir un ennemi derrière, pour vous tourner. Donc, si vous tournez, le temps accélère quand vous bougez. Donc, il y a toutes c'est une question de mouvement que seule la VR, je pense, peut prendre. Après, oui, il y a d'autres jeux qui ont essayé. Horizon, où c'est des petits peu des déclinaisons. On utilise des grosses IP et on essaie d'en faire des déclinaisons VR. C'est une stratégie aussi pour faire venir, et je sais que PlayStation c'est particulier aussi, puisque voilà, je dis c'est 500 € la PlayStation, 500 € le casque, ça fait 1000 €. Eux, ils ont un casque à vendre aussi. Donc voilà, ils ont leur casque à vendre, donc ils ont du contenu, ils utilisent leur studio pour pousser du contenu. Après, les IP, des fois, ça ne suffit pas, malheureusement. Notamment, il y a l'exemple de la salle d'arcade à Shinjuku, qui se basait que sur les IP de Bandai Namco, en fait, à savoir Dragon Ball, Evangelion, tout ça, et qui malheureusement a fermé. Car, quand même. Oui, après, parce que les expériences n'étaient pas assez réfléchies, à mon sens, en termes de VR, en fait. C'était adapté pour adapter, peut-être un petit peu. Et en fait, ce que ça raconte tout ça finalement, c'est qu'un jeu VR, il faut le penser comme un jeu, comme une expérience VR avant tout, en fait, plutôt que d'adapter. On a pu voir aussi le contre-exemple avec Resident Evil 7. Ils ont adapté le jeu pour qu'il soit VR friendly, en fait. Et alors le début marche bien, tout le côté maison fantôme, etc. fonctionne plutôt pas mal, mais dès qu'on a les guns, etc. C'est un peu moins. Voilà. Et on sent que c'est un jeu qui a été adapté pour la VR et pas un jeu qui a été pensé avant tout pour la VR. Et pourquoi Half-Life marche si bien, parce que lui, il a été pensé en fait comme un jeu VR en premier lieu, quoi. Il a un gameplay, il a un game feel en tout cas VR que c'est ça, exactement, les autres n'ont peut-être pas. Du coup, je vais passer à la conclusion de toutes ces discussions. On va peut-être définir un peu ce qu'est. On a parlé VR, on a parlé réalité augmentée. Est-ce que vous pouvez me donner la différence pour le public peut-être qui regarde et qui ne sait pas? C'est typiquement l'inverse. Hein. Tu veux y aller, Famille? Oui, globalement, la VR, donc c'est la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment immergé en fait dans un monde virtuel, hein, comme le nom le dit bien, et la RA, donc c'est la réalité augmentée. Donc en fait, c'est un mix en fait. On peut voir la réalité à travers l'écran, et du coup, on a une interface en fait qui est virtuelle. Elle, en revanche. Voilà, donc, Pokémon Go est un exemple. C'est pour ça que je l'ai mis. Oui, par exemple. Et, ça, je le mettais, mais Pokémon Go est un exemple de réalité augmentée. Et c'est vrai qu'en termes de marché, on tend de plus en plus vers un mix VR, RA, en fait. Alors, c'est-à-dire justement, de pouvoir basculer vraiment rapidement de l'un à l'autre et de manière un peu organique.
Mais la RA, voilà, n'est pas sous-estimée non plus. On peut le voir notamment sur les casques d'Apple, etc., qui est vraiment cette espèce d'incursion, enfin de volonté d'incursion du virtuel dans le réel, qui est de plus en plus forte. Et je pense que qu'il y a beaucoup de choses à faire, d'ailleurs, en termes de jeux vidéo aussi là-dessus. On peut imaginer, par exemple, une expérience horrifique chez soi dans son appartement. Oui, il y en a pas mal de ça. Voilà, ouais, c'est ça. Ça, c'est un truc qui commence à se faire un petit peu, mais qui du coup utilise en fait votre appartement, hein, donc, et avec des fantômes qui apparaissent chez vous. Enfin voilà. Et ça, c'est le genre d'idée en fait qui peut être vraiment développée à long terme, je pense. À la maison. Et encore une fois, c'est toujours cette distinction de qu'est-ce qu'on fait à la maison, qu'est-ce qu'on fait en salle, en fait. Qu'est-ce qu'on fait en salle. Et après, toute cette question, pour moi, la grosse différence aussi entre arcade et maison, c'est pas une activité sociale. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous, où vous faites certaines expériences, vous êtes chacun dans une petite salle et connecté, vous voyez seulement vos avatars. On n'est pas dans ce qui était un peu l'essence aussi de la salle d'arcade, c'est-à-dire cet endroit où on se retrouve avant, après les cours pour discuter, pour être entre nous. Donc je pense que l'avenir de la VR en tant que salle d'arcade, pour moi, doit se faire et se fait par définition sur des expériences collectives où on peut se retrouver, où on peut se voir. Eva, quand vous êtes là, vous tirez les uns sur les autres, mais il y a des gens à l'extérieur qui vous regardent, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les salles d'arcade, pour peu que vous alliez en Asie par exemple, où on prend autant de plaisir à regarder qu'à être vu, il y a quelque chose de cet ordre-là, où c'est aussi un spectacle, il y a une ambiance, une atmosphère. Donc la VR, où on peut voir les gens déambuler et ne pas comprendre pourquoi ils ont si peur de marcher sur une petite réglette en plastique, ça contribue au spectacle et ça contribue finalement à cette capacité de créer des expériences partagées, des souvenirs partagés, plutôt que le faire chez soi. Donc je pense que la VR collective en déambulation, c'est l'avenir d'une certaine manière, et de la VR et des salles d'arcade, si elles existent encore sous ce nom-là. Il y a aussi une habitude de consommation, en fait. C'est-à-dire que le casque VR, quand on joue chez soi, on ne joue pas longtemps, en fait. Parce que le casque, il pèse encore un certain poids, mine de rien. Il y a quand même la fatigue d'avoir un objet posé sur ses yeux, sur sa tête, aussi. pendant un moment. Donc, en vrai, est-ce qu'on a envie de jouer 3 heures à un jeu d'arcade chez soi comme on pourrait jouer 3 heures à une console ? Pas vraiment. Et du coup, finalement, l'expérience en salle d'arcade fait un peu plus sens parce que c'est des expériences qui sont pensées pour être courtes. On fait par exemple une demi-heure d'un musée virtuel ou 1 heure maximum, vraiment maximum. Ou alors on fait des parties de 15 minutes avec des potes. Enfin voilà, donc vraiment, il faut vraiment différencier cette consommation voilà, et les à jeux la maison d'arcade, et en arcade. Quoi. C'est ça. Les jeux d'arcade même étaient pensés comme vous l'avez décrit, simple, facile à prendre en main. Et des expériences courtes aussi, d'ailleurs. Expériences courtes. Parce que justement, on mettait 10 francs, c'était 2 crédits. Bien sûr. Donc on ne jouait pas très très longtemps. Et là, il y a moins ce côté, on doit arriver à bien jouer pour jouer longtemps. C'est juste que maintenant, c'est des temps qui sont normés, comme par exemple des parties de 10 minutes, 15 minutes. Mais voilà, du coup, c'est pensé pour être court et ne pas avoir justement cette fatigue physique qu'on pourrait avoir à long terme. Et donc, selon vous, on va arriver à terme à une sorte d'hybridation entre la VR qui est plutôt vue comme aujourd'hui un peu solitaire, mettre un casque chez soi, faire son truc sur sa manette, et la salle d'arcade, donc avec ces salles VR où il y aura cette expérience commune, des gens pour regarder à la fois la personne juste avec son casque qui a l'air un peu couillon en train de fouiner comme ça, mais voir aussi ce qu'elle voit à l'écran. Ça commence même à se faire en live. Vous pensez qu'on va arriver à ce genre d'hybridation Ouais, moi je pense que ça va un peu se scinder vraiment, qu'il y aura 2 expériences vraiment distinctes, donc l'expérience à la maison, donc peut-être plus mix RA, VR, pour une autre utilisation peut-être, et donc une utilisation arcade qui sera complètement différente en termes d'intention. L'arcade va perdre, je pense, c'est effectivement un marché plutôt à la maison, à destination, on va dire plutôt de personnes qui ont une affinité avec le jeu vidéo, peut-être plus pointu, plus segmenté, et à l'inverse, avoir des salles d'arcade qui s'adressent vraiment au grand public, et donc sur des expériences moins gaming, qui sont plus dans la découverte ou ce qu'on appelle aujourd'hui edutainment, donc à la fois divertissement et éducation, et donc apprendre des nouvelles choses. Et là, c'est 2 technologies, donc j'ai l'impression que c'est un peu méta versus HTC, dans le sens où c'est chez soi des expériences peut-être plus pointues, plus gaming, et en extérieur des expériences peut-être plus partagées dans des lieux publics sur un modèle d'expérience qui sont vraiment conçus non pas comme des jeux, mais comme des expériences à vivre ensemble, à partager pour créer des souvenirs. Voilà. Et tu parlais d'edutainment, là on se rapproche beaucoup plus de la simulation pure et dure,
projetés sur casque VR que des... Enfin, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que des expériences vraiment créées pour ça. Tu penses... Enfin, c'est une impression que j'ai, mais vraiment... Quand tu dis projeter, comment tu... Bah, est-ce que... je pensais aux simulations, parce qu'en fait, j'ai mis cette vidéo. Ah. Attention, il va peut-être y avoir une pub, parce que YouTube n'est pas partenaire du Spawn. Mais ça peut toujours s'arranger, YouTube. N'hésite pas. Écris-nous. Non. Ah si, c'est très bien, les zombies. Pas du tout immersive, cette expérience, n'est-ce pas? Pas de pub. Donc j'ai mis cette vidéo parce que c'est un test de vertige. J'espère que personne n'a le vertige dans la salle. On va voir des gens briller. Et c'est vrai que la VR s'est beaucoup fait connaître là-dessus au début, avec des parcs d'attractions simulés. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je rapproche ça beaucoup de la simulation qu'on peut trouver sous d'autres formes, mais qui est plus prenante en VR. Et je ne sais plus quelle était ma question, mais du coup, c'était ça que je voulais dire au niveau de la simulation. Ça fait penser à ce qu'on peut trouver à la tête dans les nuages. En fait, oui, c'est ça. Ils mettent des vérins, donc, enfin des machines sur vérins, et on met aussi la VR en plus. Et donc, du coup, il y a la notion de physique, de ressenti physique vraiment réel, plus l'immersion dans le casque. Et donc voilà, ça c'est des choses effectivement qui ne peuvent exister a priori qu'en arcade, sauf si on est très riche et qu'on a un manoir peut-être. Mais voilà, mais on revient au problème de... Un peu exclusif de quelque chose que tu ne peux pas vivre chez toi. C'est ça. Voilà, c'est ça. L'arcade, ou au sens large, on va dire tout ce que tu vas faire en extérieur, dans un centre commercial, dans des salles pensées pour, ça sert à apporter quelque chose que tu ne peux pas expérimenter facilement à la maison. Il y a des tentatives qui ont été faites dans des parcs d'attractions pour essayer de mettre des casques qui suivent le parcours des roller coasters. Je crois que ça a peu à peu disparu parce que complexe, c'est coûteux en entretien, que forcément s'il y a un mini décalage, vous êtes malade instantanément. Puis en ressources humaines aussi, parce qu'il fallait en fait expliquer à chaque personne, il fallait installer les casques, il fallait les nettoyer derrière. Enfin, donc vous réduisez le débit d'attraction, vous réduisez mécaniquement le débit d'attraction pour finalement un résultat qui est pas optimal, mais ce qu'on dit là aujourd'hui ne sera peut-être plus valable dans quelques années, lorsqu'il y aura peut-être une miniaturisation des casques qui le permettra, avec une fluidité qui sera renforcée. Et peut-être que dans quelques années, encore une fois, la technologie appellera de nouveaux usages et on se retrouvera dans des choses de simulation. Et là, je pense aussi à ça, et parce qu'on ne l'a pas évoqué très rapidement, c'est qu'aujourd'hui, la VR est utilisée aussi à des fins, on va dire, industrielles, pour des entreprises ou à des fins de pédagogie ou même thérapeutique. Il y a des logiciels, des psychiatres, des psychologues qui utilisent des casques en réalité virtuelle pour traiter des troubles liés à par exemple l'agoraphobie ou la peur ou le vertige. Aujourd'hui, il y a tout aussi ce pan-là qui est encore toute une autre, et je crois que toi ça te concerne aussi, vraiment à destination des entreprises. Qui est donc le business to business, qui n'a pas évoqué aujourd'hui, mais qui est aussi un troisième, on va dire, grande voie d'évolution de la réalité virtuelle aujourd'hui. Oui, en effet, ça permet de s'immerger dans certaines activités et du coup sans risque des fois. Oui. Notamment, je pense, nous, on a une expérience notamment qui permet de gérer des entrepôts, tout ça. Bon, bref, voilà, c'est pas très marrant. Mais du coup, effectivement, ça permet de se former à certains gestes sans les risques qu'il peut y avoir dans le réel des fois, quoi. C'est un exemple. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on utilise le temps qui nous reste pour les questions du public. On a des questions sur YouTube, 2 très exactement. Incroyable. Bravo d'être là, YouTube. Merci, YouTube. Alors du coup, la première question du live, c'est une question d'accessibilité. Est-ce que le free roaming, ça fonctionne pour les personnes en fauteuil roulant ? Vraie bonne question. Absolument. Absolument. Nous, on les pense, nos expériences, autant en termes de questions de point de vue, c'est-à-dire, je donne un exemple très concret, lorsqu'on veut mettre une maquette, par exemple, accessible, on va se faire en sorte qu'elle soit accessible à une personne en fauteuil roulant. Donc on réfléchit, aujourd'hui, comme il n'y a pas besoin, comme aujourd'hui on réussit à avoir une technologie qui n'utilise plus de manette, eh bien, ça permet une déambulation et une utilisation par des personnes en situation de handicap, peuvent parfaitement utiliser nos expériences. Et c'est aussi pensé, je veux dire, dans les contraintes, toutes les contraintes que j'évoquais tout à l'heure, on essaie de penser aussi à faire des expériences les plus accessibles possibles. Donc oui,
un oui. En tout cas, de notre côté, on essaie, c'est vraiment quelque chose auquel on est très attentif. Bon, oui, je t'as tout peux dit, pas dire, je bah crois. oui, voilà, T'as tout dit. Oui, la deuxième peut-être. Alors du coup, la deuxième question, vous aviez commencé à y répondre, c'était du coup, a priori, il y a un usage thérapeutique de la VR pour soigner les phobies. Du coup, qu'en est-il et est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas si vous avez des retours sur Alors, le- moi, j'ai pas encore de retour personnellement. Non, bah, là-dessus, c'est pas mon. mais, Voilà, en tout cas, moi, c'est pas, Mhm. c'est pas mon domaine. C'est plus par Ouais. curiosité personnelle où je regardais un petit peu ce qui se faisait. Mhm. Je pense que si ça existe, c'est que ça marche, à moins que les gens soient très bons vendeurs. Mais je sais qu'il y a des. Je ne sais pas si c'est que les hôpitaux de Paris où il y a vraiment des CHU qui ont des pôles spécialisés là-dedans. Donc je pense qu'à partir du moment où des hôpitaux ou le service public au sens large s'intéressent à ces sujets, c'est qu'il y a quand même derrière, d'un côté, il y a une réflexion peut-être de recherche qui est faite et des applications concrètes. Donc a priori, de ce que j'en sais, de ce que j'ai vu, sur des phobies type vertige ou même, je crois, tout ce qui est être insecte, ça marche. Parce qu'on sous-estime la plasticité et ce que notre cerveau est capable de s'imaginer rien qu'avec la VR. Donc même moi, qui suis habitué, j'arrive encore à avoir des sensations de vertige, de mouvement, quand bien même je sais que c'est de la VR. Donc des gens qui ne sont pas forcément très familiers avec le média, oui. Oui, finalement, ça dépend surtout de la thérapie qu'applique Absolument. le thérapeute, ça dépend de ce qu'il en fait. Mais effectivement, en termes de sensations, une fois de plus, en fait, ce qui marche le mieux finalement pour comprendre la VR, c'est d'essayer la VR. C'est là qu'on se rend compte à quel point en fait, le cerveau peut être trompé facilement. Et moi, je parlais par exemple de mon exemple dans la salle avec la petite tige sur laquelle on marche pour la poutre. Et effectivement, moi, j'ai un peu le vertige. Et j'avais le vertige en fait à ce moment-là, vraiment. Donc le cerveau est complètement trixé et ça marche totalement. Donc effectivement, il faut voir la thérapie qu'il y a derrière. Il faut évidemment que ce soit bien encadré, mais on imagine en effet que c'est une façon effectivement de travailler la plasticité du cerveau par rapport à ces sujets-là, quoi. Et je reviens sur ce que tu disais. Essayer, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, il y a une grosse part de notre côté d'acculturation, d'explication, de pédagogie, parce que si vous n'avez pas fait de VR depuis 3-4 ans, redonner une chance à la VR, parce que la VR, on avait un peu parlé, mais souffre d'une part de tous les préjugés ou les clichés qu'on peut avoir sur la motion sickness et la cinétose. Défaut de jeunesse, oui. Ouais, défaut de jeunesse en fait, ou sur ce que vous avez pu mettre quand les Google Cardboard où vous mettiez votre téléphone. Enfin, tout ça, c'était une technologie qui n'était pas aussi aboutie qu'aujourd'hui. Redonner une chance, pareil, le métaverse d'une certaine manière il y a un peu de mal aussi à l'image qu'on peut avoir de la VR, parce que avoir des avatars sans jambes avec des têtes bizarres, ça donne pas envie de redonner une chance à la VR. Mais si quel que soit votre âge, sur des expériences en déambulation, moi je vois des gens qui n'avaient jamais fait de VR ou qui avaient des a priori plutôt négatifs, qui ont complètement changé d'avis parce qu'ils se sont dit « Ah ouais, aujourd'hui on est capable de faire ça, ah, j'ai réussi, j'ai vécu quelque chose ». Effectivement, il y a beaucoup de choses à Paris, mais là je vous dis, il y a aussi Eclipso qui s'est installé à Lyon. Ça va commencer, il y a une vraie, comme je disais, il y a un marché qui est en train de se créer sur cette déambulation. Donc les salles Eclipso, les expériences Excurio, les expériences small créatives, aujourd'hui, c'est vraiment, si vous voulez redonner une chance à la VR, c'est peut-être l'occasion en famille ou entre amis de repasser le pas et de tenter quelque chose. Voilà, ça n'a vraiment rien à voir avec les expériences qu'on peut faire, comme tu dis, avec un smartphone. Ça n'a absolument rien à voir. Changé, en fait. ça, vraiment. Et il y a aussi des salles de plus en plus grandes aussi maintenant. Il faut le dire qu'avant, ça commençait un peu timidement avec des salles comme tu disais, de 100 mètres carrés, mais maintenant, il existe même des salles de 400 mètres carrés, voire plus encore. Donc voilà. On a même un début d'e-sport dans la VR, donc ça évolue. C'est ça. Est-ce qu'on aura une question dans la salle? Parce que sinon, il y en a sur YouTube. A priori, pas de questions dans la salle. Ah, si, tu veux poser une question? On va peut-être prendre d'abord la personne là. Priorité au direct, priorité au réel, au concret. Déjà, merci pour cette conférence. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un milieu un peu de création indé en VR, comme on peut l'avoir dans le jeu vidéo? C'était une question que j'avais posée. Alors oui, il y a pas mal de jeux indés qui existent, c'est même, j'ai envie de dire, presque la majorité, en vrai. Il y a plein de titres, et en fait, il suffit juste de lancer Steam et de taper, de sélectionner en fait l'onglet VR, et tu verras qu'en fait, il y a énormément de jeux VR indés qui se font, quoi. Donc effectivement, il y a une scène qui est assez vivace, et en fait,
Il y a même des jeux indés qui commencent à sortir un peu du lot, je pense notamment à Angerfoot, à Gorn, etc. Il y a vraiment pas mal de choses qui commencent à sortir vraiment du lot. Ouais. Il y en a aussi sur Itch, pardon. Ah oui, c'est vraiment. Là, on est sur du jeu vidéo, donc vraiment, on est plus sur des casques que vous allez utiliser à la maison. Évidemment, les expériences ou déambuler sur plusieurs centaines de mètres, les investissements ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, on est forcément sur des structures de studio. Après, oui, il y a des créateurs et des créatrices d'expériences VR qui, plus ou moins, on va dire parfois même des artistes qui s'amusent à essayer d'explorer les potentialités de cet outil un peu bizarre, un peu sympa et en même temps un peu effrayant. Donc allez sur Itch, allez sur Steam, regardez ce qui s'y fait. Il y a de tout. Voilà, je veux dire comme dans n'importe quel secteur. Et il y a des gens qui mériteraient d'être mis en avant. Oui. Ce qui rebondit sur ton interrogation de tout à l'heure, est-ce que c'était trop tôt pour sortir la VR ? Non, c'est jamais trop tôt parce que justement, non seulement il y a des entreprises qui innovent dessus, mais il y a aussi des gens, des créatifs. Ça leur fait un outil de plus et qui peuvent s'exprimer en fait avec cet outil et expérimenter à fond dessus. Je crois qu'on a une dernière question sur le chat. Alors, c'est plus une remarque qu'une question, en vrai. Non, ça, c'est interdit. Non, c'est la remarque si c'est sur mon micro. Non, c'est quelqu'un qui parlait de conduite accompagnée en VR. Est-ce que ce serait quelque chose de faisable, ça ? Mais j'en ai vu, je crois, des ça existe déjà, simulateurs en fait. de conduite. Ça existe, ça existe. Donc oui, tout à fait faisable. Et puis là, effectivement, ça revient avec ce que je disais. On peut apprendre quelque chose en toute sécurité. Parce que là, a priori, même si on conduit vraiment très très mal, on ne va pas se prendre un platane tout de suite. Il y a les simulateurs avec les écrans et aujourd'hui, il y a des possibilités. Après, est-ce que demain, l'État va dire « Ok, tu as fait tes heures de conduite en VR ?» Non, je ne pense pas tout de suite. Là, c'est encore autre chose. Là, c'est un autre débat. C'est comme pour la thérapie, il faut que ce soit accompagné. Et, c'est un outil qui peut être potentiellement formidable, mais... Voilà, il faut quand même l'encadrer et pas faire n'importe quoi dessus. Le reste, c'est ça, ouais. Pas dire je sais faire ça parce que je l'ai fait en VR non plus. Voilà. C'est bon, je suis chirurgien, t'inquiète. Voilà. Et ce qui est un autre des problèmes, un des problèmes des jeux vidéo éducatifs aussi. C'est pas parce qu'on les fait, ça peut être un outil, mais c'est pas parce qu'on fait juste que ça que tout de suite on excelle dans le domaine. Voilà, mais là c'est un tout autre débat en effet. Oui. Eh ben, merci beaucoup pour ces échanges. Merci infiniment. Je pense que on a bien exploré ce que pouvait devenir la VR, la potentialité fête foraine, salle d'arcade, beaucoup plus festive et collective que ce qu'on peut s'imaginer à la base quand on pense à la réalité virtuelle. Je vais vous libérer de cette table carrée. Merci Pierre-Edouard, merci Paming. Merci, et on va passer très vite à la suite, la table ronde sur les zombies.